Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire ce mois-ci qui va traiter du burn-out des forces de l'ordre. Comme vous le savez, je propose chaque mois des webinaires en lien avec le burn-out des professions. Le mois dernier, c'était avec le burn-out des pompiers. Bienvenue Aurore. Merci d'avoir, accepté mon invitation. Je me présente d'abord. Je suis Annie Fuchsmann, je suis, sophrologue, spécialiste de l'accompagnement du burn-out et j'anime régulièrement des webinaires sur, le burn-out. Je vais maintenant laisser Aurore se présenter pour nous parler de ce qui l'anime actuellement et auparavant. Yes, merci en tout cas déjà, Annie pour, cette invitation. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Aurore, et puis, je suis une ex-gendarme, actuellement je suis, reconvertie, après, pas mal de péripéties dont on pourra, parler. Je suis maintenant sophrologue et spécialiste du sommeil. Donc une collègue et en plus, nous avons partagé, bon pas au même moment, mais nous venons de la même école pour la petite Exactement. histoire. Donc je vais vous présenter dans un premier temps, ce qui est finalement le burn-out. Parce que le burn-out, c'est un mot galvaudé que qui est utilisé finalement, par certaines personnes très souvent, heu, pour présenter de la fatigue, certes, mais une petite fatigue, entre guillemets, que je dirais petite fatigue de 2 semaines, ne va pas être un burn-out et finalement, on se rend compte que beaucoup de personnes, se disent en burn-out, pour une petite fatigue passagère. Un burn-out, c'est vraiment beaucoup plus important que ça et pour cause, la moyenne d'arrêt pour burn-out est de 14,6 mois d'arrêt. Heu, ce syndrome, ce n'est pas considéré comme une maladie. Ce syndrome, présente actuellement 132 symptômes différents qui ont été répertoriés, ce qui fait que ce n'est pas encore, répertorié comme une maladie à l'heure actuelle dans le DSC-5. Il faut savoir que, parmi ces symptômes, il y en a quand même des récurrents qu'on retrouve systématiquement. Donc ça va être de la fatigue, de l'épuisement, ça va être, des maux, de ventre, des, maux de tête, heu, ça va être souvent, moi qui travaille, aussi au niveau psychocorporel, ça va être, des problématiques, au niveau des cervicales, au niveau des trapèzes et finalement, ça va être un mental qui va être systématiquement en ébullition et avec des signaux corporels très, très forts qu'on ne veut surtout pas entendre, jusqu'au jour où, il peut arriver que l'on n'arrive plus à se lever et donc cette phase de basculement, va être, un début de, prise en compte ou non. Parce qu'il faut savoir que le burn-out, il y a une notion qui est très importante, c'est le déni. Le déni, qui peut durer y compris après un arrêt. J'accompagne, par exemple, en ce moment, une personne qui est, en arrêt depuis 4 mois et qui ne comprend toujours pas ce qui se passe pour elle. Donc clairement, ce déni peut durer très longtemps et puis petit à petit, dans la phase de reconstruction, on va avoir, dans un premier temps, besoin de beaucoup dormir. Donc Aurore pourra nous parler du sommeil justement tout à l'heure. Dormir, se reposer, ça va être essentiel parce que, justement le sommeil était, vraiment très dérégulé. Il y avait aussi des problématiques, heu, de nutrition, souvent des règlements, au niveau alimentaire. C'est vraiment un tout. Donc, ensuite,
il est important de mettre en avant, selon moi, les spécificités, qui sont en lien avec, l'épuisement professionnel des forces de police et de gendarmerie, donc les forces de l'ordre. Il faut savoir que, c'est une profession qui est, je dirais, entre guillemets, «mal aimée». Parce que, elle n'a pas forcément une bonne image auprès de la population. Ce qui fait que, ça va être difficile de la prendre en compte, de la prendre plus en considération et de prendre ses émotions, finalement, plus en considération. D'où, le problème lié à l'uniforme. Il faut savoir que, c'est une population qui est beaucoup en manque de reconnaissance. À la fois, comme je viens de le dire, vis-à-vis du public, mais également vis-à-vis de l'institution. Elle est confrontée à des violences, voire des violences extrêmes, et ça, c'est quotidiennement. Donc, finalement, ça peut être difficile de mettre, à distance, ces traumatismes, qu'ils vont être engendrés, finalement, chaque jour. C'est un petit peu plus à chaque fois. On va recevoir toutes ces émotions, difficiles, un peu plus à chaque fois. Il faut savoir, j'ai mis de côté quelques chiffres pour vous. Il faut savoir que, il y a certains chiffres qui peuvent être un petit peu inquiétants, vis-à-vis des forces de police. C'est qu'en 4 ans, les 4 dernières années, il y a 66 des départs anticipés qui ont été demandés, dans la police. Ce qui fait que, heu, ça met vraiment en avant des difficultés dans cette profession. Puis, finalement, même si, les, psychologues spécialistes, donc les SSPO, donc les psychologues des forces de police, sont assez présents, malgré tout, les policiers ont, tendance à, être vraiment sur la réserve et à ne pas forcément faire appel à, ces, psychologues. Il faut savoir qu'il y a seulement 7 des policiers qui font appel aux psychologues, spécialisés. Et puis, cet épuisement, là, les chiffres, comme peut-être, certains nous suivent, les chiffres en France sont très difficiles à avoir dans le sens où, l'épuisement professionnel, n'est pas indiqué, à l'heure actuelle, sur les arrêts de travail, que peuvent faire les médecins, d'où du fait de la maladie qui n'est pas reconnue. Donc on a beaucoup de mal à trouver des chiffres, je me suis un petit peu rapprochée, des syndicats de police et clairement aujourd'hui, on avoisine les 45 de policiers, qui sont en épuisement professionnel. Donc voilà pour, cette présentation, des spécificités. J'aimerais maintenant passer la parole à Aurore, pour qu'elle puisse, nous témoigner de son parcours, nous témoigner de ses difficultés, qu'elle a rencontrées en tant que gendarme, et puis, en tant que jeune gendarme et qui plus est, en tant que femme. Donc, Aurore, nous sommes, vraiment, prêtes à t'écouter. Yes, tu veux que je reparte du début? Voilà, c'est ça. Je Ça veux bien. marche. OK, OK. Bon, bah, moi, pour mon parcours, en fait, comme tu l'as dit, j'étais très jeune gendarme puisque, c'était, au tout début de ma vie, scolaire, puisque j'étais encore en vie scolaire quand j'ai voulu, partir, en gendarmerie. C'était, il faut avoir en tête quand même que pour moi, c'était un rêve. Je voulais vraiment être dans ce métier-là. Alors je voulais, plus particulièrement rentrer, sur la partie, gendarmerie scientifique.
J'avais fait un petit doc de bio. Donc je m'étais dit, voilà, c'est vraiment par là que je voulais aller. Donc j'ai suivi le parcours de base, à faire le concours, etc. Et puis ensuite à faire, enfin, j'étais prise au concours, donc ensuite c'était l'école de gendarmerie. Je crois qu'on était en 2004-2005, je crois, je ne me trompe pas dans ces dates-là. Des fois, les dates commencent à s'effacer un peu. Et donc, je suis rentrée en tant que gendarme adjoint dans un premier temps euh, en Ardèche, pour rester dans la région à peu près, voilà, en Ardèche. Je vais pas forcément donner de nom précis, mais voilà, c'était en Ardèche. Euh, On va pas aller dans le détail. Exactement. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée gendarme en Ardèche. Donc, j'ai fait l'école de gendarmerie, puis ensuite, j'ai été gendarme. Alors, déjà à l'école, il y a commencé à avoir des signes, mais ça, je ne le sais que après. Enfin, sur le moment, je ne savais pas forcément que c'était des signes. En fait, je suis passée d'une vie où j'étais chez moi, enfin, j'étais étudiante, quoi, voilà. J'avais une vie d'étudiante qui était entre guillemets confortable. Enfin voilà, je faisais ma vie, je me levais à l'heure que je voulais plus ou moins, je me couchais tard, je mangeais ce que je voulais manger. Enfin voilà, à une vie où du jour au lendemain, en école de gendarmerie, il y a des horaires pour se lever et puis elles sont pas à 10 heures du matin. Non, ça, c'est sûr. Il y a des horaires pour se coucher et c'est pas non plus à minuit, quoique parfois ça pouvait dépasser et parfois on peut se faire réveiller en pleine nuit. Euh, on mange, rien à voir avec ce que je mangeais au quotidien. On est loin, ou en tout cas plus ou moins coupé de notre famille. Enfin, une vie du jour au lendemain qui a beaucoup changé. Je pense que mon corps a eu du mal un petit peu à s'adapter à tout ça. Et donc, j'ai commencé à avoir des signes déjà à l'école avec des énormes sifflements d'oreilles qui ont commencé à apparaître. Euh, mais des sifflements d'oreilles tellement forts qu'à la fin du sifflement d'oreille, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Oh. Vraiment des choses un peu douloureuses comme ça. J'ai été faire un petit tour aux urgences ou deux. On m'a dit, Madame, vous avez rien, c'est le stress. Bon, à l'époque, moi, le stress, j'y comprenais rien. On m'avait pas expliqué ce que c'était. Et puis, les personnes dans l'école, les responsables dans l'école me disaient juste que c'était dans ma tête, quoi, en gros, hein, qu'il fallait que je gère ce truc-là tout seul, que je sois plus Ouais. forte, évidemment. Il fallait être fort, Euh, c'est ça. Exactement, et il n'y avait pas d'explication plus que ça. Donc j'ai essayé d'être plus forte, hein, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis voilà, j'ai fini l'école de gendarmerie, je m'en suis pas trop mal sortie, et je me suis retrouvée en brigade donc en Ardèche. Et en fait, ça n'a fait que s'accentuer encore et encore en termes de symptômes physiques. En fait, si tu veux, c'était un lien entre le symptôme physique et le symptôme psychologique qui commençaient enfin les deux se motiver l'un l'autre, quoi. En fait, si tu veux, c'était Est-ce qu'il y avait vraiment. aussi de l'émotionnel? Parce que clairement, en fait, le burn-out, justement, ça intervient sur les trois, sur à la fois le psychique, le physique, l'émotionnel. Oui, bien sûr, il y avait beaucoup d'émotionnel. Alors, l'émotionnel, sur le moment, c'était surtout que je commençais à voir que mon corps, mon psychique, enfin, ma vie commençait à partir un peu en vrille. Je comprenais pas très bien ce qui se passait. J'avais l'impression de devenir folle. C'était vraiment le mot qui se passait. J'avais plus aucun contrôle. J'essayais de m'endormir, mais en fait, à chaque fois que le soir, je me mettais au lit et que j'essayais de m'endormir, ce moment où tu pars dans le sommeil, en fait, j'avais comme une résistance à pas vouloir partir parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient d'un coup entremêlées. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et j'avais vraiment l'impression que je devenais tarée, en fait, hein. Je me disais vraiment, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est pas Hmm. normal. Je vais péter un câble à un moment donné, ça va partir en vrille, je sais pas où. Et du coup, j'avais peur de l'avenir. Je ne sais pas ce que j'allais faire, pas faire, consciemment, inconsciemment. J'avais très peur de moi, de ce que je pouvais faire, étant donné que j'étais armée. En plus, j'avais très très peur de mon arme. Enfin, ça commençait à devenir compliqué. Je me disais, waouh, je risque de faire du mal à quelqu'un ou de me faire du mal à moi sans même m'en rendre compte, puisque il m'arrive des choses que je n'arrive pas à contrôler. Donc peut-être qu'il va m'arriver des choses que je n'arrive pas à contrôler encore plus. Enfin, je sais Hmm. pas jusqu'où ça va aller, en fait. Donc j'avais vraiment l'impression de commencer à devenir folle. Donc émotionnellement, c'était difficile à gérer. Ça partait en crise d'angoisse et en crise de panique, parce qu'au bout d'un moment, ça finissait par ressortir.
C'est marrant, je vois qu'en termes de mémoire émotionnelle, quand j'en parle, tu vois, je me sens encore un petit peu Revient. tendue, même si aujourd'hui, je sais que j'ai dépassé beaucoup de choses. À chaque fois que j'en parle, je ressens à l'intérieur de moi une forme de tension cellulaire, musculaire, qui s'empare de moi. Il y a encore des petits restes émotionnels de cette époque-là. Donc voilà, il y avait vraiment tous ces aspects. Pour rentrer dans le détail peut-être un peu plus de mon ressenti, je commençais à avoir une forme alors j'ai appelé ça, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais j'ai appelé ça une forme de dépersonnalisation, c'est-à-dire je me sentais plus dans mon corps, j'étais là mais j'étais pas là. Je marchais mais j'ai l'impression que j'étais à côté de moi en fait. Tu vois, c'était un espèce de Mhm. sentiment très bizarre, Coupé du euh, corps, que- en fait, c'est ça. coupé du corps, exactement. Ok. Euh, euh, voilà, c'est là-dessus, en termes euh, de ressenti, il y avait vraiment donc, toujours ces sifflements d'oreilles qui continuaient, ces impressions de ne pas être dans mon corps, ces crises d'angoisse, ces crises, comment on appelle ça aussi, là, j'ai plus le terme, enfin, c'est des attaques de panique, quoi, Les attaques de en panique, gros, ouais. voilà, qui te prennent, des moments où tu as l'impression que tu vas mourir instantanément, tu ne sais Mm. pas pourquoi. Euh, donc j'essayais de faire ce que je peux, je sortais, je prenais l'air, j'appelais ma marraine avec qui on avait un lien et qui était un peu dans le milieu de la thérapie et tout ça et qui me faisait du bien quand on se parlait. Voilà, après il y avait plein de peurs qui s'étaient engendrées puisque comme ça partait un peu dans tous les sens et je contrôlais plus rien et que ça me faisait très très peur de rien contrôler, ma vie devenait un petit peu un enfer, c'est-à-dire qu'il suffisait que je prenne un couteau pour couper une tomate, j'avais peur de me planter un couteau ou j'en sais rien parce que je contrôlais rien, donc je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ce couteau. Euh, je prenais un bain, j'avais peur de me noyer, j'étais en hauteur, j'avais peur de sauter. Je suis armée, j'ai peur de tirer sur moi, sur quelqu'un, sur j'en sais rien. En fait, ça commençait à prendre une ampleur où vraiment, là, à un moment donné, je me suis dit, enfin là, c'est plus vivable, en fait. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Avec ces problèmes. Alors, je sais pas si c'était des problèmes de sommeil vraiment, c'est-à-dire que quand je dormais, voilà, mais en fait, comme j'avais du mal à m'endormir, puisque je voulais pas lâcher prise, je voulais pas partir dans le sommeil, Mm. Mais oui. bah, du coup, ça a créé aussi beaucoup de fatigue, évidemment. Tout ça étant coupé plus ou moins, parce que j'étais dans un endroit en Ardèche où on capte pas vraiment, puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment du réseau partout, comme aujourd'hui, où il y en a de plus en plus. Donc, j'étais dans une zone blanche où il y avait vraiment pas de réseau, donc j'étais coupée de ma famille. C'était très difficile de communiquer. Euh, donc j'étais isolée, seule, et dans une brigade où, hum, comment dire, il n'y avait pas vraiment de lien, on était une petite brigade, il n'y avait pas de lien particulier les uns avec les autres, chacun rentrait chez soi derrière. Alors il n'y avait pas non plus moi j'ai pas vécu d'animosité particulière dans cette brigade, mais j'ai pas vécu non plus de lien. Donc je rentrais, j'étais seule. En plus, il faut remettre un peu dans le contexte, dans le sens où j'étais gendarme adjoint, donc j'avais mon logement de fonction à l'intérieur de la brigade. Un truc génial, c'était une brigade qui était toute neuve, l'appartement était magnifique, c'était un F4 magnifique, enfin franchement, Quoi, de se vraiment, perdre toute seule oh, à ouais, l'intérieur, en fait, c'est ça. voilà. Mais en fait, le truc, c'est que il y avait un petit budget dans la brigade pour pouvoir me payer quelques meubles à l'intérieur, etc. Et au final, on a meublé ce F4 qui devait faire 120 mètres carrés, un Wow, truc comme ça. effectivement. Euh, on l'a meublé avec un lit, un canapé, une table, une chaise, et je crois que c'est tout, tu vois. Même pas deux chaises, en fait. Peut-être deux chaises, tu vois, mais vraiment, genre, ça devait s'arrêter là, le strict minimum. Donc en fait, quand je rentrais dans l'appartement et que je parlais, toute seule d'ailleurs, ça résonnait dans l'appartement, Oh. tellement il n'y avait pas de meubles, tu vois. Mm. Donc l'ambiance un peu, malgré le fait que c'était un appart grand et génial et qu'on aurait pu dire que c'était incroyable, mais en fait, c'était plutôt glauque dans l'expérience vécue. Je préférais être dans le plus petit, mais avec des gens, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Ah oui, oui. Voilà. Donc, il y avait tout ça qui résonnait en même temps. Donc, si tu veux, quand tu es sur le terrain, que tu vis des moments difficiles, puisqu'il y a ça qui est venu se cumuler, c'est que, bah, évidemment, j'étais sur le terrain en brigade. Et puis, il y a eu d'abord une première expérience où, en fait, on essayait de me former un petit peu à des dossiers sur lesquels je pouvais tomber. Et on m'avait sorti une pile de dossiers dans un truc. On m'avait dit, tiens, voilà des dossiers, regarde un peu ce qui s'est passé. Mhm. Ça te formera un peu sur ce qu'on peut vivre en tant que gendarme, etc. OK. Et je prends au hasard un dossier à l'intérieur.
Et je tombe sur l'autopsie d'un gamin de 4 ans. Oh, Waouh! Et là, j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. Je tombe là-dessus, je suis choquée, j'ai les photos, j'ai tout ça, je suis vraiment choquée. Et puis on me raconte un peu l'histoire de cette intervention où on m'explique qu'en fait, voilà, c'était un enfant qui était avec son beau-père et la mère n'était pas là parce qu'elle était en train d'accoucher de leur fille, de leur enfant respectif qui arrivait. Et en fait, ce beau-père était sous l'emprise à la fois de l'alcool et du cannabis et pris d'une forme de folie parce que l'enfant pleurait trop. Euh, je passe les détails, mais enfin, il l'a jeté sur les murs, etc. L'enfant est mort. Et moi, je tombe sur cette autopsie et là, waouh, je suis choquée en fait. Tu vois, voilà. Et à cette époque-là, mon frère avait 4 ans, donc il y avait un lien ouais, un donc peu. c'est similitude en plus. Ouais. Mm. Voilà, il y avait un lien. Et là, déjà, j'ai eu une première alerte intérieure, tu vois, à me dire, je crois que, je sais pas si je suis faite pour ce métier, parce que je crois que si j'avais été le jour-là devant cette personne, je ne sais pas si j'aurais pu garder mon sang-froid, en fait. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Voilà. Je me suis dit, peut-être c'est pas fait pour moi, je sais pas. Ou peut-être juste on m'a pas appris comment faire, Mm. je sais pas, mais Et j'étais un peu dans justement, la... justement à l'école, est-ce que vous êtes accompagné en prévention en fait de ce que vous pouvez des potentiels traumas que vous pourriez avoir ou des situations complexes face auxquelles vous serez confronté? Très bonne question. Alors peut-être que les choses ont évolué depuis 2004, je ne sais pas, ça fait quand même 20 ans. Euh, mais à l'époque, pas du tout. À Moi, je me l'époque, vois bien là. absolument pas. Je pense qu'il faut couper le micro Je parce qu'il y gagnerais a une une demi-heure. personne Oui, qui vient d'arriver. oui, oui, voilà. Ah, qu'est-ce que t'en penses? Yes. À l'époque, pas du tout. Bon, alors ensuite, à nouveau, je suis gendarme adjoint, je suis pas gendarme de carrière, ce qui fait que on a une école réduite, on est sur 3 mois d'école, on n'est pas sur 2 ans d'école. Donc forcément, entre 3 mois et 2 ans, il y a peut-être aussi un fossé et des choses qu'on nous apprend dans l'école de 2 ans et pas dans l'école de 3 mois. Mais dans l'école de 3 mois, non, on nous apprend à marcher au pas, on nous Mm. apprend à faire des comptes rendus, enfin des PV là. On nous apprend à faire, je me rappelle plus de tous les termes, tu vois, c'est il y a 20 ans maintenant, mais C'était long, l'eau ouais. a coulé On sous nous les ponts apprend depuis. à marcher dans la boue, à faire des pompes. On nous apprend enfin, des trucs un peu l'image qu'on se fait du militaire, tu sais, qui mange des rations dans un trou en jetant des grenades à blanc, là, tu sais. Et en partant, on dit cours, vas-y, un peu comme Forrest Gump. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà, on nous apprenait. Peut-être que j'oublie des choses, hein. Franchement, c'était il y a 20 ans, je me rappelle pas tout ce qu'on nous a appris. Si, on nous a appris à tirer, évidemment. J'ai fait du Eh oui. tir, enfin, des choses comme ça. Mais on m'a pas mis dans une situation comme ce dossier que je tire d'un coup Mm. et que voilà, je regarde ça et je fais waouh, ok, j'étais vraiment pas prête là. Euh, donc compliqué, ça commence comme ça. Puis après ça, tu sais, tu regardes tout le dossier, on t'explique tout le truc, tu te commences à te poser des questions. En même temps, tu as des symptômes physiques qui apparaissent depuis l'école, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Et puis là, tu rentres chez toi toute seule dans ton F4 qui résonne. En fait, tu as ton cerveau qui tourne en boucle et du coup, tu es amené à te poser finalement des mauvaises questions avec toi-même ou à réfléchir pas comme il faut. Enfin, tu vois, t'as pas quelqu'un à côté de toi justement qui est là pour te permettre de sortir de ça, d'exprimer les choses. Tu t'enfermes dans ton truc que tu tournes en boucle, donc ça devient compliqué. Et ensuite, deuxième expérience qui se passe quelques jours après ou quelques semaines après, on est en train de faire une patrouille et on nous appelle sur un cas en nous disant on a entendu des coups de feu par là-bas, il faut y aller. Alors nous, on se dit, ouais, alors les coups de feu, c'est en période de chasse en Ardèche, si tu veux, on en entend beaucoup tous les jours. C'est assez récurrent, en fait, ça. Voilà, donc on se dit juste, bon, ben, on va tomber sur un chasseur, hein, ok. Et puis on arrive sur les lieux, et là on voit un homme par terre étalé, et on comprend très rapidement qu'il s'est suicidé. Euh, il y a un mot sur lui, etc. Bon, et puis il a fait ça en plus avec un fusil de chasse, de sanglier, avec des balles comme ça. Enfin, bon, bref, je te dis pas Ça laisse des la, traces. la vue du terrain, voilà, et t'arrives, waouh, pareil, deuxième choc, quoi. Tu dis waouh, j'étais pas prête non plus à ça. T'arrives sur les lieux, tu as
le commandant ou l'adjudant, je ne sais plus, je crois que c'était l'adjudant de service qui te dit filière, vous voulez faire gendarmerie scientifique, c'est ça? Bon, bah, venez, venez, je prends la tête, enfin ce qu'il en reste, et vous prenez les pieds. Je me rappellerai toujours de cette Oh, phrase. Euh, et en ça fait, marque. ouais, c'est une phrase, je me rappellerai toujours des mots qu'il a employés. Et voilà, je me vois en train de faire mon métier parce que j'ai un rôle, j'ai une fonction, j'ai quelque chose à faire. Voilà, c'est une conscience professionnelle. Je suis là, je fais ce qu'il me dit. Voilà. Puis je vois que tous les autres sont sur les côtés en train de vomir et de pas regarder. Tu te dis waouh. Et eux, ça fait pas 2 mois qu'ils sont là, tu vois. Donc waouh, c'est inquiétant quand même. Et puis bon, bah, on fait son job. Et puis après, pareil, on rentre chez soi, on est seul dans un F4 qui résonne avec ce truc-là. Et là, ça commence à se compliquer, les symptômes Qui qui s'amplifie. grandissent, qui s'amplifient. Euh, et en fait, j'en arrive à un point, à un moment donné, où j'en peux tellement plus de ressentir tout ce que je ressens intérieurement. À savoir quand même que j'ai pas dit, mais bon, j'ai été plusieurs fois aux urgences, j'ai fait un scanner, on m'a dit, Madame, on ira peut-être pas jusqu'à l'IRM. Enfin, j'ai fait pas mal de trucs. Et tout le monde me disait qu'à la fin, une seule chose, c'est le stress. Hmm. Euh, ce qui en Mais soi, pas de solution pour voilà, ce qui en accompagner, soi en n'était fait, pas finalement. faux, mais, mais n'était pas accompagné derrière, c'est le stress, donc démerde-toi, quoi. Hein. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas de mots mis sur des choses comme burn-out ou syndrome post-traumatique ou quoi que ce soit. Il n'y avait vraiment pas de mots mis sur tout ça. Euh, et je voyais un regard plus de faiblesse, en fait. C'est-à-dire, les gens me prenaient pour quelqu'un de faible, en fait. Hmm. Tu vois, je voyais plus ce regard-là. Et puis, bah, voilà, c'est le stress. Rentrez chez vous, quoi. Alors qu'il est important de dire que clairement, les personnes qui font des burn-out, ce sont des forts et pas des faibles, justement. Mm. Yes. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'en étais où dans mon explication? Oui, et donc, j'en peux tellement plus de ressentir tout ça, de pas savoir quoi faire avec tout ça. Et puis, cette non-contrôle du quotidien, à pas savoir ce que ça va donner, qu'à un moment donné, en fait, je me dis, bon, ça suffit, il faut que ça s'arrête. Et sur le moment, seule solution que je trouve, je prends mon arme de service, je la mets à côté de moi et je me dis que je vais en terminer là maintenant. Je me dis, j'en peux plus en fait. Je peux plus ressentir ça, je peux plus vivre ça, je sais pas où ça va, je risque de faire du mal à quelqu'un, je risque de faire quelque chose, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Et donc je me revois encore dans dans ce F4, assis sur la chaise qu'il y avait, ou sur le canapé, je sais plus. Mais en tout cas, non, c'est sur le canapé, puisque mon âme de service était posée sur la table basse. Euh, et voilà, je prends quelques instants pour réfléchir à tout ça. Et en fait, bon, bah, après, chacun est traversé par sa propre vie et son propre passé. Moi, il se trouve que dans mon passé, j'ai une maman qui a fait quelques tentatives de suicide, qui heureusement est toujours parmi nous. Euh, et du coup, il y a quelque chose qui résonne en moi où je me vois agir comme ma mère Hmm. et où je me dis, c'est pas possible en fait. Je peux pas finir comme ça. Donc, à ce moment-là, je prends la décision de reprendre cette âme de service, d'aller la ranger dans le coffre-fort de la brigade, dans l'armurerie de la brigade. Et puis, le lendemain matin, je décide d'aller voir, je décide d'aller voir mes supérieurs et puis de leur dire que il faut que ça s'arrête. C'est plus possible en fait. Je veux partir de la gendarmerie, je veux arrêter. Alors c'est un choix que j'ai mis alors en soi longtemps ou pas longtemps parce que c'est vrai que j'ai été finalement ça m'a pris euh, 4 mois je crois à peu près pour prendre cette décision de partir. C'était assez court mon passage en gendarmerie finalement. Euh, mais sur le moment, comme les symptômes ont commencé à l'école, si tu veux, finalement ça a été long de prendre la décision d'arrêter. Bien sûr. Et tout ça a été lié aussi au regard des autres. Hein. On a une famille derrière qui te dit, ça y est, Aurore, elle est dans un métier Je suis sûr. fière. Voilà, c'est bon là. Carrière assurée, fierté de la nation.
Donc d'arrêter, c'était aussi beaucoup d'enjeux personnels, pas que professionnels et pas que symptomatiques, mais aussi familiaux. Donc voilà, mais là, ce jour-là, j'avais dépassé les limites où il fallait absolument que j'arrête. Donc j'ai été les voir pour leur dire qu'il fallait que j'arrête. Et puis à partir de là, il fallait trouver des solutions. On pourra parler de tout ça aussi. Mais voilà un petit peu mon passage en gendarmerie. OK, donc là, on est clairement dans l'épuisement dès l'école, heu, Ouais. avec des symptômes très, très poussés, mais puis, bah, finalement aller jusque, au stress post-traumatique, vivre du stress post-traumatique, en gendarmerie, et puis, finalement cette volonté d'en arrêter à un moment. Mm. À ce moment-là, finalement, c'est, le lien, avec ta maman qui a joué, et te dire que, bah, non, tu voulais pas passer à l'acte. C'est ça. Donc finalement, en fait, ça peut être intéressant aussi de se dire que, dans ces professions, les tentatives de suicide sont 2 fois plus importantes que dans la moyenne que dans la population générale. Et ça, aujourd'hui, on a un suicide tous les 2 jours chez les policiers. Heu, D'ailleurs, à ce propos, cette thématique vous intéresse, il y a, Christophe Girard qui a écrit récemment un livre qui s'intitule «J'ai failli en finir», qui est vraiment très, très, qui détaille vraiment, justement, les raisons pour lesquelles il en est arrivé jusque-là. Et c'est vraiment important de faire de la prévention parce que la problématique du suicide aussi, c'est, cet enfermement sur soi-même. On pourrait faire un parallèle avec l'épuisement professionnel. C'est que, petit à petit, les liens avec les collègues, ça va être compliqué. On va petit à petit aussi, là, c'était déjà ton cas, tu étais déjà isolé, ta famille était déjà loin. Donc finalement, les seules personnes, qui étaient, présentes, avec toi-même, c'était toi-même finalement. Et Oui, et puis ma marraine à distance, un peu par téléphone, qui était avec mmh, moi. Mm. mais sinon, c'est compliqué en fait, finalement, cet isolement, on n'en a pas forcément conscience et il y a des professions dans lesquelles c'est beaucoup plus compliqué et qui plus est quand il y a du stress post-traumatique qui vient s'ajouter là-dessus. Mm, Finalement, hormis le fait de te dire que, ta maman, était, que tu n'avais pas envie de faire la même chose que ta maman, qu'est-ce qui t'a retenu finalement? Et te dire que, est-ce que tu arriverais à nous dire ce qui a permis le basculement et te dire, «Bah non, je tiens encore à la vie et j'ai envie de continuer vers autre chose»? Honnêtement, sur le moment, il y a pas eu autre chose que ça. C'est-à-dire que c'est une histoire de personnalité, c'est-à-dire que mais là, on part dans des analyses psychologiques Mmh, d'enfance. Mais si tu veux, en gros, moi, j'ai souffert du fait que ma maman avait fait ça. J'en ai bien vraiment sûr, bien sûr, souffert. bien sûr. Et, et de me voir faire la même chose, c'était pas tolérable. Mmh, Tu vois, c'était comme si d'un coup je validais son truc, tu vois. mmh, C'était pas tolérable en fait dans mon schéma à ce moment-là. Donc en fait, ce qui était un problème, je crois que ça a été tu vois, c'est la même première fois que je vais dire ça parce que j'en prends conscience en même temps que je le dis, mais je crois que ça a été mon premier réel événement résilient qui s'est produit en fait sur le moment, c'est que j'ai fait d'une difficulté une force sur le moment, tu vois. C'est-à-dire que mmh, quelque chose que je rejetais depuis des années, euh, en, en détestant vraiment ce qu'elle avait fait, etc., en me sentant victime de ce qu'elle avait fait, etc., bah, ce jour-là, je l'ai transformé immédiatement en une solution pour m'en sortir moi-même. mmh, Je pense que ça a été le tout premier événement concrètement résilient dont j'ai fait preuve qui ensuite n'a été qu'une succession de résilience sur la suite du parcours. Mais ouais, ce moment a été incroyablement fort et c'est celui qui m'a fait ne pas me suicider, hein, très concrètement. Je pense que mmh, sinon, je serais plus là. Euh, et, euh,
Et voilà, et après, une fois que la décision était prise, c'est un enchaînement de prise de décision, mais il y avait vraiment que ça à ce moment-là. Il fallait expérimenter ça pour se dire c'est trop, j'arrête. J'arrête et je passe à autre chose. Donc Ouais. là, ensuite, le lendemain, tu es allé voir le brigadier enfin le chef de brigade pour exprimer ce qui s'est passé. Est-ce que tu as réussi à lui dire exactement ce qui s'était passé pour toi? Je me souviens pas. Ce que je me souviens, c'est que je leur ai dit que ça commençait à devenir une question de vie ou de mort et que je me sentais pas bien. Je pense pas avoir exprimé exactement que j'ai failli me suicider ou quoi que ce soit, mais je pense que j'ai vraiment dit que c'était une question de vie ou de mort. À cette époque-là, c'était ça que je disais. Et, euh, et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour que je parte. Hmm. Oui, parce que là, c'était trop, il fallait que ça s'arrête clairement. Bah là, je savais que ça servait plus à rien de rester, c'était plus pour moi. Enfin, voilà. En tout cas, j'étais pas armée, j'allais dire, mais j'étais pas câblée, j'étais pas formée, j'étais pas, je sais pas quel est le bon mot, mais à ce moment-là, c'était pas possible. Peut-être que 20 ans après, c'est possible, mais à ce moment-là, c'est pas possible. Je pouvais pas continuer. Hmm. Et finalement, après avoir quitté la brigade, là, tu t'es dit, j'arrête la police complètement, enfin, j'arrête la gendarmerie complètement, je me reconvertis. Comment ça s'est passé, cette période? Mm. Ah, déjà, quand j'ai été voir le chef de brigade et tout le monde là-bas, déjà, on constate que c'est pas si simple que ça de quitter la Oui, gendarmerie. oui. Soit tu te fais réformer P4, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était comme ça. Ça veut dire que tu es reconnu fou par la nation et donc tu peux plus faire grand-chose de ta vie. Soit tu peux trouver un meilleur contrat, en tout cas à l'époque c'était ça, tu pouvais trouver un meilleur contrat que celui que tu avais. Et moi, comme j'étais gendarme adjoint, j'avais un CDD. Si je trouvais un CDI, je pouvais partir. C'était une clause de départ. D'accord. Euh, En fait, bon, bah, dans un premier temps, il y a eu un arrêt quoi, hein, qui fait que je suis retournée chez moi. Je me rappelle plus de tous les détails, mais je devais être en arrêt maladie prolongée. Je me rappelle plus de ce qui se passait à ce moment-là, mais j'étais en arrêt à ce moment-là. J'avais pas Hmm. encore trouvé mon CDI. Mais ouais, si, je me rappelle que le médecin m'avait marqué. Oui, c'est ça. Je me rappelle que le médecin avait marqué que j'étais en arrêt et que il était nécessaire que je ne sois pas dans la brigade pour me sentir bien. Enfin, en gros, tu sais, c'était pour dire, parce que quand tu étais en arrêt, normalement, tu dois Isolement, être chez toi, tu vois. nécessité de s'isoler. Donc, j'étais repartie ailleurs pour prendre le temps d'aller mieux. En fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait appel moi-même à un sophrologue. Ça m'a fait énormément de bien. À l'époque, je connaissais pas tout ça. C'est ma marraine qui m'a mis sur le chemin. Donc, j'ai fait de la sophrologie. Ça m'a reconnecté un peu à moi, à mes sensations, à qui je suis. Ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a ramené à l'essentiel des choses, en fait. Ça m'a sorti de mon mental, en fait. Ça m'a ramené Hmm. dans mon corps et ça m'a ramené à l'essentiel des choses. Donc ça m'a fait déjà du bien. Il a fallu que je passe un peu par cette période-là d'abord. C'est quelque chose qui avait commencé pendant la gendarmerie puis qui a continué après. Euh, et, euh, et après, il fallait que je trouve un job en fait, parce qu'il faut vivre en fait. Ouais, Il c'est faut. ça, c'est ça. Mais la période de reconstruction est quand même importante de faire une pause pour que le corps il puisse se reposer. Ça, c'est essentiel. Ouais, mais j'en ai pas pris tant que ça en fait, parce qu'à l'époque, à nouveau, on mettait pas les mots sur tout ça. Moi, je pars de la gendarmerie, je peux pas vraiment revenir chez ma maman parce qu'à cette époque-là, ça va pas. Je vais chez mon père, mais bon, mon père, il n'avait pas prévu que je vienne revivre à la maison à 20 ans. Enfin, en fait, je me retrouve dans une situation où je sens que je dérange, je sens que il va falloir que je fasse ma vie en fait. Il va falloir que je sorte de là et que je fasse quelque chose. Donc, là, je me dis, ok, il faut trouver un boulot. Je sens que tous les jours, il y a mon père, ma belle-mère qui sont sur mon dos en mode, t'as cherché aujourd'hui, t'as fait quelque chose, t'as envoyé des CV. Et moi, je suis entre la reconstruction et le fait qu'il faut que je m'en sorte et que je sorte de là, du sentiment peut-être de rejet que je ressens à ce moment-là de ma famille qui, ma foi, ont fait
qui pouvaient, en fait. Ils m'ont reçu, voilà, mais à ce moment-là, je me sens un peu rejetée en mode, Ouais. il faut que je trouve un job en plus. Là, j'en peux plus, Donc, mais il faut quand même que j'y aille, en c'est fait. ça, exactement. C'est-à-dire, là, je suis au bout de ma vie, mais non, il faut quand même que j'y aille. Bon, ok. Euh, à nouveau, je sens que je ne suis pas à nouveau considérée dans mon ressenti. Je me rappelle qu'il y a eu des fois, parce que je suis retournée un peu dormir chez maman de temps en temps, mais je me rappelle que quand je faisais une crise d'angoisse, parce qu'après les crises d'angoisse m'ont suivie pendant plusieurs années, Mm. euh, elle me disait que je faisais semblant, que c'était pas vrai. Mais elle pouvait pas entendre autrement, en fait, à cette époque-là, parce qu'elle allait tellement mal, elle aussi, qu'en fait, c'était compliqué de comprendre que ça. Puis c'est dur pour une maman, je pense, d'imaginer que sa fille va mal. Je pense que tu as l'impression d'avoir raté quelque chose. Bref, donc je me sentais pas écoutée dans mon ressenti. Moi-même, j'avais pas forcément les outils, à part ces séances de sophrologie qui me faisaient du bien. Donc voilà, et puis en fait, j'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, en 2004, ouais, 2000, c'était en 2006. Ouais, c'est ça, 2005, 2004, 2005, j'essaie de retrouver les dates, mais c'était entre 2004 et 2006. Mais c'est en 2006 que j'ai une idée et je me dis, tiens, parce que vraiment, j'avais pas vraiment de formation de base, je savais pas ce que j'allais faire dans la vie, hein. J'étais un peu Mm. premier boulot qui arrive, je prends, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Caissière au supermarché, ça Je- marchait aussi, en fait, à l'époque. Ouais, ça pouvait le faire. D'ailleurs, je crois que j'avais fait à un moment donné, vite fait, pendant 2, 3 mois, mais bon, c'était pas non plus pour une carrière, donc je cherchais quelque chose d'autre. Et puis, un jour, je me dis, tiens, j'ai mon téléphone, je suis chez Bouygues Télécom, peut-être qu'en fait, je peux postuler chez Bouygues Télécom. J'en sais rien, mais vraiment un truc qui me passe comme ça par la tête, tu vois. Et je postule chez eux et je suis prise. Incroyable. Et ça, c'était en 2006. Et on peut dire que qui m'ont vraiment sorti d'affaire, en tout cas dans cette transition que j'avais besoin de vivre, puisque j'avais besoin d'une transition, j'avais besoin de faire quelque chose, quoi. Donc voilà, ils m'ont pris sous l'oreille et puis bah, derrière, j'ai fait 6 ans chez eux. Et en fait, ces 6 ans m'ont fait du bien parce que j'ai eu le temps de me reconstruire, j'ai eu le temps d'enlever plein de symptômes qui étaient compliqués et de travailler dessus. J'ai eu le temps de faire plus de sophrologie pour me reconstruire aussi au fur et à mesure, de réfléchir un peu plus à ce que je veux faire dans la vie, en fait, de me sécuriser, hein. Ça m'a permis de me sécuriser, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Parce que j'avais des managers qui m'aidaient à prendre confiance en moi et à avoir la valeur de ce que je pouvais apporter. Euh, et en fait, tout ça m'a amené à un moment donné où, au bout de 6 ans, je me suis dit, bon, bah, génial, je fais quoi maintenant? Tout ça, c'est bien, mais Une parenthèse. je me vois pas là-dedans toute ma vie, en fait. Qu'est-ce que je fais vraiment en termes de valeur? Ça m'amène où? Et cette réflexion bah, m'a amené au fait que moi aussi, j'avais envie d'aider des gens, en fait, que moi aussi, j'avais envie d'aider ceux qui n'allaient pas bien comme moi à ce moment-là. D'où le fait d'avoir entamé une formation de sophrologie en 2011 derrière, et puis euh, voilà, de rentrer dans ces métiers-là. Donc ça a été aussi une petite reconversion à ce moment-là avec 2 ans de formation, de spécialisation, etc. Sur le chemin, j'ai fait aussi une formation de coach. Je me suis spécialisée sur le sommeil, etc., etc. Et en fait, ça a été Enfin, aujourd'hui, je te parle de ça, donc on est en 2024, donc tu vois, 2011, j'ai commencé ma formation de sophrologue et j'ai commencé à travailler en tant que sophrologue. 2012, j'ai commencé la spécialité sommeil. 2014, j'ai fait la formation de coach. Et puis après, bah, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué. Maintenant, ça fait 10 ans de pratique sur tout ça, qui font que voilà, aujourd'hui, c'est une transition, une reconversion complètement réussie. Alors, elle a pris du temps, elle a vraiment pris du temps. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à un endroit où je me sens extrêmement bien, je suis très heureuse dans ce que je fais, je suis très épanouie au quotidien, je dors très bien, Ouf, surtout. retrouver le Euh, sommeil, ça fait du bien. et j'en ai fini avec les crises d'angoisse depuis maintenant 5 ans. Depuis maintenant 5 ans. Parce que j'ai fait tout mon travail émotionnel, tout mon travail psychologique, j'ai beaucoup de résilience dont je te parlais tout à l'heure qui se sont vraiment mis sur mon chemin. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de dire que
finalement, je suis vraiment contente d'être passée par la gendarmerie, ce qui n'a pas été le cas au début, hein. Il m'a fallu plusieurs années avant de vraiment percuter ça. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma vie et c'est ce qui m'a amenée là où je suis. Alors, peut-être qu'on peut y arriver plus vite, peut-être que voilà, il y a plein de Différemment, choses voilà. différemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est complètement transcendé et transformé avec encore un peu de mémoire émotionnelle, comme je te disais quand j'en parle. Euh, et c'est OK, en fait. Il y a encore des émotions à libérer, il y a encore des blessures là-dessus. C'est complètement OK. Mais mon quotidien est complètement transformé, quoi. Et justement, par rapport à ces émotions, donc tu nous disais que tu as beaucoup pratiqué la sophrologie. Est-ce que tu as expérimenté le MDR, par exemple, pour mettre à distance ces stress post-traumatiques? J'en ai fait à un moment donné de ma vie. Mais honnêtement, ça ne m'a pas du tout. Enfin, moi, ça m'a pas spécialement aidée. D'accord. J'ai vraiment senti que c'était pas pour moi, ou je sais pas, mais je sais que c'est beaucoup utilisé pour plein de personnes, pour les événements trauma, justement. Moi, personnellement, ça m'a pas particulièrement parlé. D'accord. Oui, après, en fonction, chacun trouve sa thérapie personnelle et c'est ça Exactement. qui est essentiel. Euh, ok. Donc, à ce propos, justement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'es spécialisée dans l'accompagnement du sommeil? Mm. Euh, Bon, bah déjà, on a compris que du coup, à un moment donné, je me suis posé des questions pour pouvoir être sophrologue. Enfin, tu vois, et je me suis dit, bon, bah, moi, je vais aider des gens. Donc, d'où le fait que je veuille être moi-même sophrologue, puisque j'avais été aidée par un sophrologue. Donc, je me suis dit, parcours normal, moi, je vais faire une formation de sophrologie, puis je vais aider des gens aussi. Ensuite, quand je me suis retrouvée sophrologue, j'ai vite compris quand même que la spécialisation était un atout pour pouvoir aider encore mieux les personnes. Et donc, j'ai réfléchi à quelle était la spécialité qui m'intéresserait le plus, puisqu'il y en a plusieurs qui sont proposées en bout de parcours de la formation généraliste sur la sophrologie. Et finalement, à la fois de par mon passé, où j'avais fait un DUG de bio à l'époque, donc quelque chose de plus en rapport avec le corps humain, c'était vraiment quelque chose qui m'avait passionnée. Et à la fois, vu les difficultés que j'ai pu rencontrer sur le sommeil lors de mon passage en gendarmerie, et peut-être parce que je m'appelle Aurore, des fois je le dis, j'en sais rien, peut-être qu'il y a une part d'inconscient là-dessus. Je me suis dit, tiens, le sommeil, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'il y a un côté scientifique très concret. Ça aide vraiment beaucoup de gens. Et puis, il y a énormément de gens qui ont des problèmes de sommeil. Enfin, ça, c'est vraiment une tare aujourd'hui. Puis souvent, en plus, il y en a qui ont des problèmes parce que ils savent même pas spécialement les bases du sommeil. C'est vraiment, on n'est même pas dans de la thérapie, on est juste dans une hygiène de vie qu'on ne connaît pas. On fait souvent à l'envers de ce qu'il faut faire. Et donc, je me suis dit, bah là, je vais pouvoir aider plein de gens. Voilà, donc je me suis mise sur le sommeil, j'ai rapidement aimé ça. Et puis voilà. Et donc, finalement, si on a envie de te contacter, comment on peut faire si on a Ah envie bah, de sur travailler avec LinkedIn, toi? ouais, sur LinkedIn, Aurore Filière, on me trouve sur LinkedIn et on peut m'envoyer un message avec plaisir. Et tu as aussi un site internet? Pas du tout, je fonctionne que D'accord, sur LinkedIn. super. Oui, Alors, tu travailles avec les entreprises, c'est ça? Avec les ouais, entreprises. les entreprises, les entrepreneurs, mais en fait, il y a aussi bah, toute personne qui a des problèmes de sommeil me contacte s'ils ont besoin, mais c'est vrai que j'ai orienté beaucoup sur les entreprises parce que j'avais fait 6 ans en entreprise et donc j'avais un foyer de gens que je connaissais, que je maîtrisais et je savais que je pouvais les aider d'une certaine manière. Après, quand je dis que j'ai pas de site internet, j'en ai quand même un, mais qui est un peu à côté de ce qu'on fait là, puisqu'après, je me suis encore plus spécialisée sur les siestes flash. Ah. Donc, j'ai un site qui s'appelle siesteflash.fr ou .com, peu importe. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité d'aller voir là. Et là, on intervient principalement en entreprise. Avec plaisir, Béatrice. Je vois que Béatrice a mis un petit message. C'est vrai, Euh, on ne voit pas les têtes des gens. Moi, j'aurais bien aimé voir les têtes des gens. c'est vrai, on ne voit pas les têtes des gens. Est-ce que certains ont des questions, ont envie de poser des questions à Aurore sur son parcours?
Est-ce que vous avez envie de témoigner vous-même aussi de cette problématique? Merci Anne pour la caméra. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, quoi. Avec plaisir. Merci Odile aussi pour la caméra. Ah, c'est cool, ça y est, on voit les têtes. Là, c'est la pause du midi et les gens peut-être nous mettent Ah, ils mangent, tu seulement en crois? son et ils sont en train de manger en même temps. C'est convivial, allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. Bonjour Viviane aussi, super. Ah, trop bien, c'est vrai que je parlais, j'ai l'impression de parler à un écran. Alors je parlais du coup à Annie, mais voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y avait des gens derrière qui écoutent. Il y a des gens qui sont présents malgré tout. Trop Euh, bien. est-ce que certaines personnes ont envie de poser des questions à Aurore et sur son parcours? Est-ce que ça vous a, ça vous a révélé des choses? Est-ce que vous avez appris des choses aux spécificités du burn-out de la police? Alors, moi, je vais bien intervenir. Oui. Bon, oui, désolée, ça a coupé tout à l'heure à cause de la Wi-Fi. Alors, moi, je m'appelle Anne Poignant, je suis naturopathe. C'est une reconversion aussi, mais je n'ai pas fait de burn-out. Beaucoup de gens se reconvertissent effectivement après des burn-out. Moi, j'en ai eu beaucoup dans mes Dans les clients. accompagnements? Ouais, ouais, dans mes accompagnements. Et en tout cas, bravo Aurore d'avoir témoigné comme ça. C'était très touchant. Et puis on sent vraiment ah ouais, comme si on t'avait poussé dans le grand bain trop jeune finalement, presque. Ouais. Mais en même temps, avec le recul, j'imagine que tu dis bah merci à tout ça parce que ça fait qui tu es maintenant. Ouais, après, c'est vrai que ça fait un peu, on m'a poussé, mais en même temps, je l'ai vraiment Ah voulu ouais. à l'époque. Hein. C'était un vrai choix d'aller en gendarmerie. J'ai pas l'impression d'avoir suivi un truc de papa, de maman ou de je sais pas quoi. Oui, C'était c'était viscéral. vraiment. C'était dans ton enfance, tu as voulu être gendarme. Et tu sais d'où ça venait, ça? Écoute, avec le recul, je pense que j'ai évolué dans un milieu où j'avais besoin d'un cadre. En fait, j'avais pas de cadre, donc je cherchais un endroit qui allait me donner ce cadre. J'aimais bien faire respecter les règles. Donc, je pense que la gendarmerie s'imposait à moi. Après, j'avais aussi moi-même ce personnage en moi de la fille forte. On m'a toujours dit quand j'étais petite, avec les injonctions qu'on entend, Aurore, c'est la fille forte. Donc je pense que la gendarmerie s'est imposée à moi de cette manière-là, en fait, où en fait ça me faisait rêver. Je me disais, waouh, je vais faire respecter des règles, je vais être forte, je vais montrer que j'y arrive bien et que j'ai un cadre et tout. Enfin, je pense qu'en fait c'est ça. À l'époque, je le conscientisais pas, mais aujourd'hui, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'était un petit peu un fantasme, quoi. Je pense, ouais. Ouais, Je ouais. suis tombée un peu de haut après, mais ouais, c'était un fantasme. Et moi, de mon point de vue à moi, de médecine fonctionnelle et nutritionnelle, est-ce que tu avais déjà fait des analyses sur ton cortisol? Est-ce que tu l'avais testé pour voir Pas du tout. Jamais ça, tu l'as jamais fait? Jamais, jamais, jamais. Je l'avais jamais fait. D'accord. À l'époque, c'était pas encore très très développé. À l'heure actuelle, même certains médecins généralistes Non, ils connaissent même pas. n'en parlent même pas. En Ouais. fait, Non. j'ai animé déjà un webinaire avec le docteur Lechenia sur le burn-out des soignants. Et justement, il précisait que lui, c'est ce qu'il préconise en priorité, le test du cortisol. Sauf que bah, les médecins généralistes, par exemple, ne sont pas du tout formés à ça et ne vont pas... c'est la problématique aussi de la différence, faire vraiment la différence entre burn-out et dépression. Ouais. Parce qu'il y a une vraie différence entre les deux. Et la plupart du temps, les généralistes vont vont médiquer en cas de burn-out et pas seulement avec de la dépression. Alors que l'ARS, clairement, précise qu'en cas de burn-out, il est déconseillé une prise de médicaments. Parce que ça va encore plus. Enfin, ça va encore plus baisser le taux de cortisol qui est déjà au ras des pâquerettes. Et ce qui fait que on va être encore plus épuisé. Mais ça c'est encore une autre question, un autre questionnement.
Ouais, j'ai un peu dérivé. Voilà. Non, non, mais c'est hyper intéressant parce que c'est essentiel justement sur cet accompagnement du burn-out. C'est vraiment essentiel de voir comment l'accompagner. Et d'ailleurs, je vois que Christelle est avec nous. Christelle est coach en transition professionnelle. Elle travaille avec nous sur l'association Collectif Burnout. Donc, nous sommes une association qui accompagne le burn-out en pluridisciplinaire. Nous sommes basés en Essonne et nous sommes 8 thérapeutes experts en Île-de-France. Et nous avons également une antenne dans le Grand Est, autour de Strasbourg. Nous avons 7 thérapeutes experts, y compris une avocate en droit du travail qui est référente sur le Grand Est. Donc, c'est vraiment important d'accompagner à la fois, par exemple, Aurore, pour les thématiques du sommeil, accompagner sur tout ce qui est alimentation, micronutrition, travailler sur, on a aussi avec nous une micronutritionniste qui est docteur en pharmacie. Et c'est vraiment important de travailler sur ces deux bases. Hein. De toute façon, à la fois la nutrition et le sommeil, si ça c'est dérégulé, clairement, la santé mentale en prend un coup à chaque fois. Ça, c'est obligé. Et puis, il y a des accompagnements au fur et à mesure qui peuvent être proposés. Donc, la sophrologie, ça peut être du massage, ça peut être des accompagnements en réflexologie. L'idée, c'est vraiment de trouver le thérapeute et la thérapie qui va convenir. À chaque fois, en cas de burn-out, les premières personnes à consulter, c'est d'abord le généraliste. Ça, on passe par là pour déjà poser un diagnostic. Prendre un arrêt de travail, ça c'est nécessaire. Et puis ensuite, un accompagnement psychologique et psychiatrique si nécessaire. Et puis, de toute façon, l'accompagnement psychiatrique va être nécessaire à un moment donné si l'arrêt est au-delà de 6 mois, parce que la sécurité sociale ne va plus prendre en charge. Au bout d'un certain temps, la prise en charge va être moindre. Ce qui fait que, et le généraliste, à un certain moment, ne va plus pouvoir accompagner, parce que les arrêts de travail sont limités. Lui, il est obligé de limiter ses arrêts de travail et à un moment donné, c'est le psychiatre qui va prendre le relais pour pouvoir faire des arrêts plus longs. Et hormis cet accompagnement médical, il est vraiment important aussi de trouver un accompagnement, je dirais, psychocorporel. Parce que, comme le disait Aurore, son corps lui parlait très fort. Mais finalement, le mental prend toujours le dessus et l'idée, c'est de remettre du lien et d'apporter quelque chose de psychocorporel, de faire un lien entre le mental et le corps. Ça, c'est vraiment très important. Et puis aussi, on a un accompagnement juridique parce que il y a toujours souvent, pas dans tous les cas, c'était pas le cas d'Aurore par exemple, mais il y a des difficultés. Par exemple, peut-être tes collègues pourraient témoigner des difficultés à se séparer de l'institution. Et ça, ça peut être une problématique. Et puis, des séparations dans le niveau professionnel, c'est pas toujours facile à accompagner. Et ça peut aussi passer par le côté juridique. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a encore des questions? Viviane, tu avais une question tout à l'heure? Oui, Tu avais bougé un oui, peu. justement, justement, je voulais te demander si dans les personnes que tu accompagnais, tu accompagnes beaucoup de personnes dans ton ancien métier ou pas du tout? À moi que tu parles. Oui, Oui, pas particulièrement. J'accompagne les personnes qui viennent à moi et voilà, après, peu importe d'où ça vient, mais non, pas particulièrement à ce niveau-là. d'accord. Ouais, ouais. Parce que bon, tu le disais en introduction, je crois, Annie, c'est vrai que c'est une profession mal aimée et qui a aussi peut-être beaucoup de mal justement à sentir cette faiblesse. C'est comme ça qu'il l'interprète. Alors, de mon côté, en fait, comme je travaille
uniquement sur la partie sommeil et récupération, qu'on soit gendarme, policier, boulanger ou ou autre chose, Ouais. c'est les mêmes principes qui s'appliquent. Donc, il n'y a pas de particularité, mais à un autre niveau, effectivement, il y a des particularités à connaître. Ok, Et merci. ce qui était intéressant, justement, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure quand tu as mis en avant sur LinkedIn le fait de ta participation aujourd'hui. Tu m'as dit Oui, que tu avais été contactée justement par des anciens collègues. oui. Enfin, Oui, c'était incroyable en fait, parce que moi à la base, si vous allez voir mon LinkedIn, c'est vraiment orienté sommeil, récupération, aussi beaucoup, comme je communique beaucoup auprès des entrepreneurs. Et, euh, et puis un jour, j'ai eu envie de faire un post qui parlait de cette expérience que j'avais vécue en gendarmerie pour expliquer à quel point justement la récupération, le repos, se connaître, s'écouter, c'est important. Et en fait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Pour vous donner une idée, là où d'habitude j'ai entre 3 et 4 000 impressions sur mes posts LinkedIn, j'en ai eu plus de 67 000. Sur ce post-là, j'ai pas compris. J'ai vu le truc partir d'un coup. J'ai vu tous les messages privés qui commençaient à arriver d'anciens militaires, d'anciens gendarmes, d'anciens ou même actuels. Enfin bref, il y avait de tout. Euh, et j'ai été choquée, quoi. Je me suis dit, waouh, ok. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'Annie m'a contactée, parce que c'est quelqu'un qui lui a dit, tiens, regarde cette personne, et puis tu. Mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je m'y attendais pas du tout. C'était assez intéressant. Donc depuis, il y a eu quelques personnes qui m'ont contactée, effectivement, mais bon. donc, comme quoi, c'est pas un mythe que la police, la gendarmerie peuvent aussi avoir des problèmes de sommeil. Ouais, mais carrément. Carrément, c'est un des plus gros problèmes d'ailleurs derrière, hein. Merci beaucoup pour tous ces échanges, Aurore, vraiment, et ce témoignage poignant. Bravo pour ta résilience et pour ta reconversion. Je mettrai sous cette vidéo les liens pour pouvoir te contacter, et je mettrai également les liens pour contacter le collectif Burnout et, et les accompagnements qu'on peut proposer dans ce cadre. Yes, merci beaucoup, Annie. Toujours beaucoup de gratitude de pouvoir parler de ça. J'aime aussi le fait que je sens cette mémoire cellulaire qui est encore là et qui me permet justement de libérer à chaque fois que j'en parle un peu plus. Donc, merci de m'avoir permis aussi de libérer encore un peu plus tout ça. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et merci pour votre écoute aussi, hein, toutes. Je vous souhaite une belle fin de journée, et donc on se donne rendez-vous le 6 décembre. Cette fois-ci, ça sera pour parler du burn-out des militaires. Et ça sera à nouveau un témoignage assez poignant, mais ça sera un militaire qui a fait la guerre, lui. C'est hyper intéressant aussi de pouvoir échanger sur ces problématiques. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.